Ok. Aujourd'hui, on va traiter la première série des travaux dirigés sur la biochimie métabolique. Bien sûr, vous avez 3 séries de TD en relation avec le métabolisme des glucides, le métabolisme des lipides, le cycle de Krebs et aussi le métabolisme des acides aminés. Ça, c'est la première série, la première série du TD. Vous avez 4 on va dire, exercices. 4 exercices, on va essayer de les traiter ensemble. En fait, je vais commencer par le premier exercice. Il vous dit, des chercheurs ont isolé un mutant de levure déficient en enzyme. Ça veut dire déficient, ça veut dire il n'y a pas la présence d'une enzyme qui est la phosphofructokinase, PFK. Donc, il s'agit d'un mutant de levure, par exemple Saccharomyces, où vous n'avez pas justement l'enzyme, la phosphofructokinase. On a délété l'enzyme, par exemple. Ce mutant de levure est capable d'accroître, ça veut dire de pousser, d'accroître, en utilisant le glycérol comme source d'énergie, mais pas en utilisant du glucose. Et il vous demande d'expliquer pourquoi, dans ce mutant, il ne peut pas utiliser le glucose comme substrat carboné, mais il peut utiliser le glycérol. Très bien. Donc ici, vous avez le mutant, ça veut dire le mutant, sa caractéristique, son phénotype, c'est quoi? C'est la déficience, la non-fonctionnalité de PFK, c'est-à-dire il n'est pas fonctionnel, donc c'est comme il est déficitaire en cette enzyme. Et deuxième chose, on a 2 substrats. Quand on utilise le glycérol, là il y a croissance, et quand on utilise le glucose, il n'y a pas de croissance. Très bien. Et il vous pose la question d'expliquer pourquoi. Alors, rappelez-vous le rôle d'abord de PFK, la phosphofructokinase. Quand nous avons traité la partie sur la glycolyse, d'abord vous avez le glucose qui va être transformé en glucose 6-phosphate par l'hexokinase, et puis vous avez le glucose 6-phosphate qui va être transformé en fructose 6-phosphate. Et puis après, vous avez justement le PFK qui va faire justement la deuxième phosphorylation par une kinase, le PFK, pour se transformer en fructose ainsi diphosphate ou biphosphate. Donc cette enzyme n'est pas présente, donc il ne peut pas se faire. La réaction ne peut pas se faire. Donc il va s'arrêter au niveau de glucose 6-phosphate, voire fructose 6-phosphate. Donc c'est pour ça qu'il est bloqué, il n'y a pas de croissance. Bien sûr, il a consommé un ATP pour se transformer du glucose en glucose 6-phosphate. Donc vous aurez l'accumulation du glucose 6-phosphate, ou bien, ou aussi, je dirais, le fructose 6-phosphate. Puis la réaction s'arrête. Donc il ne peut pas, effectivement, sur le plan énergétique, il est déficitaire, donc il n'y a pas de synthèse d'ATP, donc il est bloqué, donc il ne peut pas croître sur le glucose. Par contre, quand vous utilisez le glycérol, il vous dit que dans ce substrat, ce mutant de levure croît en présence de glycérol. Vous vous rappelez, quand on a étudié la voie de glyconeogénèse, ça veut dire la synthèse de glucose à partir des substrats non glucidiques, pour aboutir au glucose, vous vous rappelez que le glycérol, il peut se transformer, il suffit de consulter votre cours, il est transformé en glycérol 3-phosphate
par une kinase qui va phosphoryler le glycérol. Puis après, vous avez justement la transformation de glycérol 3-phosphate en dihydroxyacétone phosphate par les déshydrogénases et libération de NADH, H+, et le DHAP, le dihydroxyacétone phosphate, elle est en équilibre par des trioses isomérases, des trioses phosphate isomérases pour donner le glycéraldéhyde 3-phosphate. Une fois que vous avez le glycéraldéhyde 3-phosphate, vous avez bien sûr le glycéraldéhyde est un métabolite de la glycolyse vers le pyruvate ou le lactate, et vous aurez la synthèse et la formation de l'ATP. Donc vous voyez que dans tous ces enzymes, ils ne sont pas mutés, il n'y a pas de mutation, il n'y a pas de délétion de ces enzymes. Donc le mutant peut effectivement croître en présence du glycérol, parce que les enzymes y sont présentes. La seule enzyme qui est déficiente est le PFK. Et le glycérol, il ne va pas emprunter, il ne va pas utiliser l'enzyme, le PFK, la phosphofructokinase. Il va utiliser bien sûr les kinases pour glycérol en glycérol 3-phosphate, puis après le DHAP, puis effectivement le glycéraldéhyde 3-phosphate, et puis vous aurez la suite de la glycolyse. Donc ici, en réponse, si vous voulez, vous aurez justement comme élément de réponse ce que je viens de dire, c'est la synthèse. Vous avez le glycérol, peut servir de source d'énergie, parce qu'il va produire de l'ATP, et ça va servir de l'énergie pour la croissance, car il peut être converti en glycéraldéhyde 3-phosphate. Et rappelez-vous le glycéraldéhyde 3-phosphate, vous avez ici le glycéraldéhyde 3-phosphate. Avant d'avoir justement le glycéraldéhyde phosphate, vous passez du glycérol vers le glycérol 3-phosphate par les kinases, et puis par les déshydrogénases, il suffit de voir votre cours, en DHAP, dihydroxyacétone phosphate, et puis le DHAP par les trioses phosphate, pour les trioses isomérases, pour avoir le glycéraldéhyde 3-phosphate. Et justement, ce glycéraldéhyde phosphate qui peut ensuite entrer dans la voie glycolytique, en aval de l'étape catalysée par la phosphofructokinase. Donc, limitant, nous ne pouvons pas croître sur le glucose, car, comme je l'avais dit, le glucose entre dans la voie de glycolytique via l'exokinase ou glycokinase, en étant d'abord converti en glucose 6-phosphate par l'exokinase ou glucokinase. L'étape suivante, c'est la conversion. D'abord, il va passer par le fructose, 6-phosphate, et puis l'étape suivante, la phosphofructokinase, elle est déficiente, il ne peut pas le transformer en fructose ainsi 10-phosphate. Donc, effectivement, ici, le glucose, ce n'est pas le bon substrat pour ce mutant de levure. Le glycérol est donc un substrat convenable pour ce mutant, mais pas le glucose. D'accord ? Donc ici, en fait, ça montre l'importance de PFK quand on utilise le substrat qui est le glucose classique, et c'est une enzyme aussi, rappelez-vous, est une enzyme hyper régulée. Là, on a délété, il y a une déficience au niveau de la PFK, donc il ne peut pas croître sur le glucose. Par contre, il peut facilement croître sur le glycérol. Alors, pour le deuxième exercice, vous avez ici la galactosémie congénitale liée en fait au déficit d'une des enzymes qui permettent la transformation
du galactose en en fait du galactose en glucose 1-phosphate. L'anomalie génétique la plus fréquente dans le métabolisme, en fait, dans le métabolisme du galactose, est le déficit partiel au total, c'est-à-dire totalement ou partiellement, en galactose 1-phosphate uridyltransférase. Un patient chez lequel a été diagnostiqué une galactosémie congénitale. Rappelez-vous, on a parlé de la galactosémie, avec toutes les pathologies, ça veut dire la pathologie liée au métabolisme du galactose. Vous avez la galactosémie, ça veut dire la non-capacité à utiliser le galactose, parce que justement, on va le voir, vous avez soit l'absence de toutes les enzymes qui interviennent dans le métabolisme du galactose, ou bien l'une des enzymes qui interviennent justement dans le métabolisme du galactose. Nous avons vu, rappelez-vous, pour ne pas confondre avec la lactosémie, ça veut dire le métabolisme du lactose, qui est différent, qui est lié justement à l'enzyme, la lactase, Ici, c'est une galactosémie, ça veut dire le métabolisme du galactose, qui n'a rien à voir avec le métabolisme du lactose. Certes, le galactose, il vient du lactose, mais ici on parle de la galactosémie, ça veut dire le métabolisme du galactose. Donc la galactosémie congénitale a une activité galactose 1-phosphate uridyltransférase érythrocytaire égale à 33% par rapport à celle de sujet témoin. Donc il y a perte de 66%, 67% en fait d'activité, et il n'y a que presque le tiers d'activité de cette phosphate uridyltransférase érythrocytaire. Donc on peut dire que en fait c'est une galactosémie partielle, il n'est pas totale, parce que quand même il y a une petite, il y a le tiers de l'activité qui est restaurée, donc il s'agit d'une galactosémie partielle. Donc ici, il vous demande en fait quel est le dioloside, le dioloside d'origine alimentaire dans l'hydrolyse constituera une source de galactose chez l'homme. Donc, comme ça vous le savez, nous l'avons vu en cours, donc le dioloside, c'est-à-dire les deux oses, c'est le lactose qui permet justement de fournir le galactose. Et ça vient justement du lait, le lait, donc le dioloside d'origine alimentaire, dans l'hydrolyse constituera une source de galactose chez l'homme, et le lactose qui vient du lait. Il vous demande de vous écrivez la réaction d'hydrolyse en utilisant les formules développées des différentes réactions. Donc il s'agit du lactose. Donc vous avez le lactose, c'est du galactose et du glucose. Et ici, en fait, vous avez le lactose, c'est le D-galactopyrannosyl bêta, de configuration bêta, 1,4, liaison 1,4, D-glucopyranose. Donc vous avez le galactose qui est engagé par sa liaison bêta, 1,4, D-glucopyranose. Il vous demande d'écrire les formules développées, et les formules développées, vous avez ici, justement, lactose, ça vous l'avez en cours, donc c'est galactose bêta 1,4, D-glucopyranose. Vous avez ici l'épimère en C4, que ça soit en bas, et les en haut pour le galactose, c'est des épimères en C4, et en présence du lactase, l'enzyme,
lactase, justement, rappelez-vous de la lactosémie, ça veut dire une paresse ou une disparition du lactose, d'activité lactase, il n'y a pas cette réaction de transformation du lactose. Mais quand vous n'avez pas de lactosémie, c'est-à-dire l'enzyme il est présent, il est transformé, le lactose, il est transformé en galactose et en glucose. D'accord ? Alors, ici, justement, vous avez le lactase, où on peut avoir aussi une bêta-galactosidase. Donc, on peut appeler lactase, ou bien, une lactase, ou bien une bêta-galactosidase. Ça veut dire c'est une galactosidase qui va cliver la liaison justement entre le galactose et le glucose, et c'est de configuration bêta. Donc bêta-galactosidase. Alors, pour la deuxième question, il vous demande quelles sont les étapes enzymatiques spécifiques du métabolisme du galactose. Dans quelle molécule, la deuxième partie de la question, dans quelle molécule doit-on retrouver les carbones du galactose? Ça veut dire quand on va métaboliser le galactose, ils vont se retrouver où les carbones du galactose, ils vont se retrouver dans quelle molécule lorsqu'il est métabolisé dans une cellule hépatique. Donc il s'agit bien sûr des cellules hépatiques dans le foie. Rappelez-vous, dans le foie est un organe où vous avez un certain nombre de réactions anaboliques et métaboliques. Donc c'est un organe important, que ce soit dans le métabolisme des sucres, dans le métabolisme des lipides, au métabolisme, ce que nous avons vu aussi dans le métabolisme des acides aminés. Donc ici, il vous demande d'abord d'écrire les différentes réactions qui permettent de transformer le galactose. Vous avez tout ça en cours, les enzymes qui sont impliquées dans le métabolisme du galactose. Et deuxième partie, il vous demande justement les carbones, ça veut dire le devenir des carbones du galactose, vont se retrouver dans quelle molécule de sucre. Donc ici, en fait, vous avez tout ça, vous l'avez aussi en cours. Vous avez galactose plus l'ATP en présence du galactokinase va donner du galactose 1-phosphate plus l'ATP. Plus l'ATP, plus l'ADP. C'est une galactokinase, il consomme un ATP qui va phosphoryler le galactose en galactose 1-phosphate. Puis le galactose 1-phosphate plus l'UDP glucose avec l'uridyl transférase. Donc vous avez vu qu'il y a une galactosémie partielle à cause d'une paresse ou une faiblesse d'activité de l'uridyl transférase. Il donne l'UDP galactose plus glucose 1-phosphate. Vous avez justement un transfert entre le galactose et le glucose, et on a ici l'UDP galactose et ici le glucose 1-phosphate. Donc c'est en fait un transfert entre le galactose et le glucose. Donc au départ, nous avons galactose 1-phosphate plus l'UDP glucose pour avoir l'UDP galactose plus glucose 1-phosphate. Après l'UDP galactose formé, en présence justement, c'est pour ça le sens de la flèche, parce que les deux réactions, ça se passe au même moment,
en présence de l'UDP galactose 4 épimérase, ça veut dire une épimérase qui va changer de configuration pour passer du galactose en glucose. Ce sont des épimères 4, c'est pour ça qu'on les appelle l'UDP galactose 4 épimérase pour donner l'UDP glucose. Et l'UDP glucose plus le pyrophosphate, PPI, en présence de l'UDP glucose pyrophosphorylase, pour avoir l'UTP et libération bien sûr de glucose 1-phosphate. Donc ici, ça permet justement de recycler les différents coenzymes qui interviennent dans la réaction par la synthèse de l'UTP. Donc ça, c'est les différentes réactions de métabolisme du galactose, et ça, vous l'avez vu en cours, vous l'avez justement dans votre polycopie du cours. Alors, la deuxième question, en fait, c'est le devenir de du métabolisme ou du catabolisme du galactose. En fait, le galactose, il est transformé, rappelez-vous, le produit en glucose 1-phosphate, et le glucose 1-phosphate, il va se transformer en glucose 6-phosphate par l'isomérase, glucose 6-phosphate. Une fois vous avez le glucose 6-phosphate, donc ça c'est un intermédiaire de la glycolyse, et le résultat de la voie, le résultat des différentes réactions de la glycolyse, c'est la formation d'abord de pyruvate, mais comme on est dans une cellule hépatique, et on parle justement des cellules humaines, c'est-à-dire on va aboutir vers le lactate, qui est le métabolite majoritaire. Donc il va se retrouver dans le lactate, et aussi quand on a justement, il peut y avoir on est dans le foie, et aussi il peut y avoir le glucose 6-phosphate par les phosphatases. On a formation de glucose. Donc on peut avoir la réaction de glucose. Et aussi le fait d'avoir glucose 1-phosphate, on peut avoir la voie de synthèse de quoi? Du glycogène par glycogénogenèse, ça veut dire la formation de glycogène. Donc les carbones de ce galactose, ils vont se retrouver dans le lactate par la glycolyse, ils vont se retrouver dans le glucose par glycogénèse, néoglycogénèse, ça veut dire la synthèse de glucose, et aussi dans le glycogène par glycogénogenèse, par justement le glucose 1-phosphate et la synthèse justement de glycogène. Tout ça, vous l'avez en cours. Donc les carbones du galactose vont se distribuer entre le glucose, le lactate et le glycogène.